commencer tout de suite en donnant la parole à notre ami Cheikh Oumar, ancien ministre des Affaires étrangères du Tchad, parce qu'il a des obligations, il doit repartir, il n'est pas de Paris. Cheikh, la parole est... Bon, merci. Donc, comme a dit l'ami David, je suis du Tchad, après la Constitution tchadienne. Et un petit souvenir personnel, en 1977, quand Djibouti est devenu indépendant, c'était ma dernière année d'études en France, et j'ai vécu avec mes amis djiboutiens le passage qui était, et ce qui m'avait frappé à l'époque, c'était justement la division ethnique à Djibouti et en Mauritanie aussi, où le mouvement est déjà étudiant, qui était assez unitaire dans d'autres pays. On sentait déjà à ce niveau-là une nette division communautaire. Et parmi mes amis djiboutiens de l'époque, il y a Mohamed Kadami, que je retrouve avec plaisir et qui est à l'initiative, je crois, de ma participation ici. Donc le thème sur lequel je devais intervenir, c'est celui de quelle solidarité avec Djibouti. Donc rapidement, le terme solidarité, moi je l'entends comme différent de soutien ou de sympathie. Solidarité, c'est-à-dire synergie entre organisations militantes. Sinon on parle d'aide ou humanitaire ou autre, quoi. Donc c'est-à-dire la responsabilité des militants et des organisations militantes. Bon, tout a été dit sur le caractère très isolé de Djibouti sur la scène politique et médiatique est presque inconnue. Et ça se reflète aussi au niveau du mouvement africain où il y a très peu de relations entre les différentes organisations qui poursuivent les mêmes objectifs démocratiques et les organisations sœurs djiboutiennes. Donc les obstacles à cela, c'est que donc, le pays est donc méconnu, mais il y a aussi le fait que l'opinion est saturée des crises africaines. Donc vous avez la RDC, vous avez eu le Rwanda, maintenant le Mali, etc. On se dit Djibouti, bon, c'est pas une démocratie, mais finalement, ça ne va pas si mal que ça. Aux dernières élections, l'opposition a eu 20%, le président Guelleh a promis de ne pas se représenter, il y a eu 6 morts, d'accord, mais seulement, hein, parce qu'ailleurs c'est par dizaines ou même parfois par centaines, etc. Donc il y a ça aussi qui fait qu'il y a trop de problèmes en Afrique. Donc s'il y a un endroit où il n'y a pas trop de réfugiés, où il n'y a pas trop de masse, il n'y a pas de génocide, on peut dire que c'est un moindre mal, quoi. Donc ça aussi, ça ne favorise pas la perception. Alors ce que je propose, je crois que c'est difficile sur le plan international de demander même aux mouvements qui sont intéressés par la solidarité de sympathiser avec 53 pays africains, eux-mêmes divisés en clans et sous-clans, comme on a dit. Et pour cela, moi je pense que pour percer cet obstacle, il faut développer des convergences plus larges. Et par exemple, au lieu de connaître chaque fois quelque chose sur un pays déterminé, sur notre scanpon des pays, que ce soit au niveau régional. Par exemple, Djibouti, dans la Corne de l'Afrique, a une position qui est très significative par rapport à la crise en Somalie, les deux Soudans, l'Éthiopie, Érythrée, et ça déborde un peu la Corne de l'Afrique sur le nord de l'Ouganda et du Kenya. Donc déjà, au niveau régional, essayons de réfléchir ou de développer des mobilisations. Et puis il y a la justification aussi parce que les situations sont liées. Ça permet aussi de sortir de l'isolement. Et aussi, il faut approfondir les thématiques. Je regrette de le dire, mais l'observateur a l'impression que les oppositions africaines n'existent qu'au moment des élections. Quand il y a des élections, il y a des manifestations, des protestations, donc parfois il y a des morts, etc. On proteste. Mais quand il n'y a pas d'élections, il n'y a pas d'activité. Et donc il ne faut pas s'y limiter seulement au côté électoraliste. Hein. Les problèmes de nos populations, les problèmes comme l'exemple du sultan qui a été cité, les problèmes d'eau, des femmes qui accouchent, et d'autres problèmes peut-être même plus profonds. Il faut qu'il y ait des thématiques qui soient liées à la vie quotidienne des gens, parce que nous qui vivons à l'extérieur, à l'exil, nous sommes perçus par une partie de l'opinion africaine comme étant des beaux parleurs, mais déconnectés de la réalité, qui sont dans la théorie des droits de l'homme, comme hier ils étaient dans la théorie marxiste, mais ça tourne un peu en vase clos. Donc il faut développer des thématiques vraiment qui
reflètent les conditions quotidiennes de vie des gens, même si ce n'est pas des choses très exaltantes ou très révolutionnaires, mais qui sont réelles. Et enfin, je voudrais aussi faire une proposition, c'est pour développer la convergence, pour aller au-delà de l'électoralisme, il faut s'efforcer de revitaliser l'idéologie panafricaniste. Parce que, quand même, sous l'époque coloniale, il y avait des partis africains, comme le RDA, le PRA et d'autres. Même l'ANC, quand il s'est créé, c'était un parti africain. Et les différents partis locaux, c'était des sections. Or, aujourd'hui, non seulement cette situation n'existait pas, mais même des partis qui appartiennent à la même idéologie, par exemple les partis socialistes africains, ne se retrouvent qu'au congrès du PS français, mais pas entre eux. Donc, je pense qu'il faut développer des idéologies. Il n'y a que les islamistes qui ont une idéologie internationaliste et active en ce moment. Il faut les reconnaître. Et donc, développer des convergences idéologiques panafricaines larges. C'est vrai, nous sommes tous panafricanistes, mais moi j'appelle ça le panafricanisme des conditions d'utilisation. Vous savez, quand vous prenez un abonnement téléphonique ou quand vous allez télécharger un logiciel, il y a des conditions d'utilisation. Mais vous ne les lisez pas, vous dites j'accepte. Ben, c'est comme ça, panafricanisme, je coche la croix, j'accepte, mais sans lire. Donc il n'y a pas de contenu. Il faut vraiment que ce soit un travail d'éducation et d'approfondissement idéologique au niveau de la base. Je vous remercie. Merci à Cheikh. Kassim, suivez l'exemple. Bonjour tout le monde, je m'appelle Kassim. D'abord, merci à tous ceux qui sont là. Merci surtout à ceux qui nous ont invités, que ce soit à titre institutionnel, collectif ou personnel. Je ne m'exprime qu'à titre personnel, quelles que soient mes affinités avec telle ou telle partie. C'est aujourd'hui à titre personnel, surtout que je reviens du pays, j'y étais il y a un mois, donc j'ai assisté de près à ce qui s'est passé. Donc, essayons d'être le plus objectif possible. On n'est pas là pour faire de la prêche. Donc, la question de cette table ronde, c'est peut-on parler d'un printemps djiboutien? Je ne crois pas, parce que selon l'opposition elle-même, il parlait d'hiver djiboutien. Personnellement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, l'hiver, c'est le chape de plomb, c'est la normalisation de la violence. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes là en écho aux élections législatives qui se sont déroulées le 22 février dernier. Et pour parler du contexte de ces élections, où nous en sommes aujourd'hui, je crois qu'il faut aborder ce problème sur trois aspects, si vous voulez. Comme la personne qui va me suivre va parler de la nature du régime, il faut vraiment parler de la nature de l'opposition djiboutienne. Au moins, c'est celle qui est à l'intérieur. Ensuite, ces élections ont mobilisé avec à des temps différents. Tout le monde ne s'est pas investi au même moment et dans le même contexte. Donc, restituer le contexte et le tempo de la mobilisation électorale. Enfin, 2 mois que la contestation dure, nous sommes entrés dans une phase de ritualisation de la contestation et en même temps de bureaucratisation de l'USN avec des postes de promotion. Donc, quelle sortie de crise peut-on envisager? D'abord, tordre le cou à une première idée reçue. On entend dire souvent que c'est la première fois depuis 10 ans que l'opposition participe à des élections. C'est pas tout à fait exact, parce que si vous vous souvenez de la présidentielle 2011, l'UMD, c'est-à-dire le PND et le PDD, avaient soutenu un candidat, Alibi, présenté par le régime contre le régime. Donc, toute l'opposition n'a pas toujours boycotté depuis 10 ans toutes les élections. Donc, la composition actuelle de l'USN est héritière d'une longue tradition de coalition de circonstances électorales. Comme le disait mon prédécesseur, il n'y a pas de vide de parti entre 2 élections, c'est ce qui est le drame, pas seulement à Djibouti. Donc, la composition de l'USN, il y a 4 partis légalisés, un parti cloné, c'est-à-dire le PND, 2 partis dont la légalisation a été refusée, le RAD et le Modèle, et un parti délégalisé, c'est-à-dire le MRD. Donc,
faut s'entendre de quoi parlons-nous quand on dit parti. Entre les délégalisés, les coloniés, à moins de nous contenter d'une définition juridique du parti, mais même là, il y a une matière contentieuse. Peut-on parler d'un parti politique à Djibouti? Surtout que, avec la criminalisation de l'opposition, l'impossibilité pour les opposants de travailler, donc de pouvoir recruter des militants et des cadres de valeur qui eux-mêmes ont peur de perdre leur emploi ou de ne pas accéder au marché de l'emploi s'ils se montrent dans telle ou telle manifestation publique. Et en plus, même quand ils perdent un emploi, il n'y a pas de syndicat libre. Donc il y a tout un environnement institutionnel qui ne garantit pas la libre expression des opinions. Donc, dans ce cas, pourquoi chercher se fatiguer à dire que ces élections n'ont pas été transparentes? Parce que la vie quotidienne est sujette à ce genre d'arbitraire. Donc, en un sens, l'opposition est façonnée par les contraintes imposées par le régime, l'absence de liberté, entre autres. Mais malgré ça, cette opposition, il faut bien qu'elle se prenne au sérieux. Elle participe à ces élections, malgré tous les effets négatifs des contraintes qui pèsent sur elle. Par exemple, très peu de partis, presque aucun parti ne respecte la loi sur les partis, qui oblige par exemple la tenue des congrès à échéance, la publication des comptes budgétaires, aucun parti. Mais le régime les laisse faire parce que ça participe du pourrissement de toute la vie politique et ça implique une absence de visibilité pour ces partis. Donc, ces partis sont allés à ces élections parce que pour eux, c'était une bouée de sauvetage. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Donc, le contexte des tempos en second lieu, aux origines de tout cela, il y a ce que j'appellerais le lièvre qui s'appelle le CDU. Le CDU est un parti, aujourd'hui membre de l'USN, mais qui a été de toute évidence suscité et créé par le régime pour avoir un challenger pour ces élections législatives. C'est une toute pièce créée par le régime et on voit ça avec la composition de son état-major. Je ne dis pas que ce ne sont pas des foudres de guerre, il y a un ancien combattant de l'indépendance, mais c'est des gens qui depuis très longtemps, pour certains absolument, n'ont jamais été vus dans l'opposition. Un parti de non-opposants, et d'ailleurs pendant la campagne électorale, le CDU a fait campagne tout seul. Donc pour que ce parti-là puisse avoir des députés, il fallait introduire la proportionnelle. Les députés lui étant garantis, donc la posture de boycott que l'opposition prenait jusqu'à présent devenait totalement anachronique et contre-productive. Donc c'est le lièvre CDU qui a obligé les autres partis, pour ne pas se paralyser dans le boycott, à participer à ces élections. Donc la première alliance a été contractée par l'ARD avec l'UMD et à l'époque c'était la création le 24 décembre de l'USC, l'Union sacrée pour le changement. À l'époque, le président de l'UDG avait été démarché, mais il avait totalement refusé, se référant aux conditions de transparence. Ensuite, retour d'exil de notre ami DAF. Comme l'opposition à l'intérieur était totalement invisible du fait de l'arbitraire, des harcèlements, quelqu'un qui vient de l'extérieur, il passe pour un messie, pas Lionel. Je crois que Lionel Messi est un sauveur. Donc il y a des stratégies de mise en scène d'une personne qui se font au détriment d'un projet collectif. Cela étant, cela a quand même abouti à ramener, faire participer l'UDJ au processus électoral, d'où la création un mois après de l'USN. L'USN, c'est d'abord l'ARD, après l'UDJ, les MRD ne pouvant pas participer pour cause d'illégalité. Et ensuite, il y a eu le refus de légalisation du RAD et
modèles qui se sont ralliés sous le sigle de l'USN, mais qui ne pouvaient pas présenter de candidats S-qualité. Donc, le modèle arrive, le RAD, et paradoxalement, les formations politiques auxquelles la légalisation a été refusée, il se trouve que ce sont ces formations qui avaient la meilleure base, la meilleure structure organisationnelle. Le modèle du fait des réseaux, je ne dis pas islamistes, les gens qui travaillaient, il ne faut pas oublier qu'un des accusés d'islamisme est quand même un docteur en littérature. C'est d'abord un intellectuel avant d'être un islamiste. Donc ce sera, je crois que quelqu'un doit traiter ce thème-là, mais on peut dire sans exagérer que le fait que ces religieux sont le produit, moi je dirais pas que c'est de l'Occident, mais la complaisance occidentale vis-à-vis d'une dictature qui empêche la constitution d'une conscience nationale laïque, c'est ce qui fait que des gens, le religieux est devenu le plus petit dénominateur commun, en l'absence de conscience civique. Et la deuxième formation, c'est le RAD, qui a un effet précédent. C'est-à-dire que le RAD est perçu comme une formation qui, pour la première fois dans l'histoire du pays, a réussi à battre, abattre le régime en place. Maintenant, il me reste une minute. Cela fait 2 mois que les contestations, il y a des manifestations. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a une sorte de ritualisation au sens quasi mystique religieux. Les manifestations au sortir de la prière du vendredi, je ne crois pas que ce soit ce qui passe le mieux en termes de combat politique. Surtout qu'il n'y a plus aucun meeting non plus d'information de l'opposition, il n'y a pas de journée morte. En second lieu, contrairement aux autres coalitions qu'il y a eu, l'USN a une spécificité, c'est une bureaucratisation de ces instances. Il y a un président, il y a un secrétaire général, un porte-parole. Nous avons également parmi nous aujourd'hui le délégué à l'étranger. Nous souhaitons de relations extérieures, nous souhaitons plein succès, à cette disposition également. Donc, on a l'impression qu'il y a un enlisement de la mobilisation sur le terrain qui va de pair avec une bureaucratisation de l'instance de l'état-major. Est-ce que cela est porteur de capacité de renversement de ce régime? Personnellement, je ne crois pas. Enfin, il ne faut pas oublier que la Constitution de 92 a été arrachée par la lutte armée. Est-ce que la lutte armée aujourd'hui ne peut pas se constituer comme... Il y a objectivement les conditions qui font que le recours à la lutte armée s'impose de plus en plus comme une des options pour débloquer la situation. Par l'instabilité que cela peut créer. Je veux dire, la régionalisation du problème djiboutien est la clé de la crise djiboutienne. Merci. Je vais laisser parler un tout petit peu parce que comme il revenait de l'intérieur, je l'ai pris pour un messie aussi. Et juste aussi une précision, quand même, nous sommes ici dans une maison qui prend la transformation sociale, et la transformation sociale par le dialogue et la non-violence. On peut analyser l'introduction de la violence dans l'histoire, sociologiquement, etc. Mais on ne peut pas romanciser la violence. Voilà, c'est une précision que je tenais à faire. Donc on passe la parole à Maki. Merci. Bonjour, moi c'est Maki Gaba. Je viens de France. Un quart de siècle. Gaba qui disait
djiboutiens en France depuis un quart de siècle. Nous sommes des amis ici depuis aussi longtemps. Et pourquoi cette ville? Parce que les Djibouti arbitraire, on ne sait pas si on va être arrêté, pas arrêté. En opposant une grande, ils ne sont pas arrêtés. On dit, ah, ils ont de la chance, mais on n'a pas le courage de faire pareil. Alors, moi, mon thème, c'est la nature du régime djiboutien. La nature du régime djiboutien, est-ce qu'on peut parler d'une structure du régime djiboutien qui explique sa situation? La structure du régime djiboutien, j'ai proposé de le poser en deux aspects. Un aspect oppression-répression, donc un volet oppression-répression qui caractérise le régime djiboutien, et un aspect faire semblant, qui est aussi une caractéristique typique du régime de Djibouti. Et ces deux volets expliquent un peu le fonctionnement du régime. Sur l'oppression, la répression, Djibouti a commencé sa vie politique indépendante en 1977 avec un système d'oppression qui est le parti unique, le RPP. Beaucoup en ont parlé avant moi, mais ça a été le premier pas de Djibouti sur la scène politique internationale, commencer sa vie avec un parti unique. Et le premier parti d'opposition qui a été emprisonné pour non-respect du parti unique a été le PPD en 1981, et les choses n'ont pas changé jusqu'à aujourd'hui, malgré ce que disait notre correspondant de l'État. Effectivement, le régime djiboutien se caractérise par le parti unique. Aujourd'hui, le parti unique s'est étoffé, il a absorbé de nouveaux partis, mais il est resté unique, dans le sens où il a le seul droit de citer dans la presse et dans le pays. L'autre point de l'oppression-répression, c'était l'absence d'une constitution. Et aujourd'hui, en 1992, depuis 1992, une constitution a existé, mais elle a été créée, comme disait Kassim, sous la pression de la lutte armée. Alors, est-ce qu'il faut encore reporter à la lutte armée pour avoir une nouvelle avancée dans la politique de Djibouti? Personnellement, je ne crois pas, puisque l'USN travaille avec succès sur le volet de la lutte pacifique. On y reviendra peut-être dans les questions. Encore répression et oppression qui caractérise Djibouti dans le sens où l'accaparement de la politique se fait par le pouvoir exécutif, qui est le fait du gouvernement, le pouvoir législatif, pareillement, et le pouvoir judiciaire sont tous les trois concentrés entre les mains du chef de l'État. Voilà encore un autre volet, un volet de la répression-oppression qui caractérise bien Djibouti, puisque beaucoup de gens découlent. Ensuite, j'allais parler aussi de l'oppression quotidienne des Djiboutiens tous les jours. C'est le travail extraordinaire, diabolique, que réalise ce qu'on appelle à Djibouti de SDS, le service de documentation et de sécurité. C'est un service secret djiboutien qui est d'une efficacité redoutable, puisqu'il arrive à taire les Djiboutiens condamnés. Les Djiboutiens tellement ont la pression du SDS dans le dos qu'ils réalisent par un coup lorsqu'ils n'en peuvent plus. Ça a donné la lutte armée. Actuellement, ça donne des milliers de Djiboutiens dans la rue. On ne sait pas ce que ça va donner. Donc, les Djiboutiens sont habitués à être surveillés individuellement, quotidiennement par le service de documentation et de sécurité et le service secret djiboutien. Ça, c'est une caractéristique typique de Djibouti que cela. L'autre volet, j'aurais bien, et j'aurais fini, l'autre volet, c'est de faire semblant. Djibouti, en pratiquant l'oppression et la répression, comme je vous l'ai dit, ne peut pas le faire au grand jour. Elle est obligée de maquiller un peu, et c'est le faire semblant dans lequel le gouvernement est passé maître. Le gouvernement est passé maître dans le faire semblant. Premièrement, la communication. La communication est un monopole de Djibouti, et c'est par ce voie que le gouvernement de Djibouti présente toute l'actualité sous un regard travaillé qui appartient à lui et qui justifie les choses. Donc ça, c'est dans le faire semblant. Ensuite, on a eu dans la constitution de Djibouti en 1992 l'annonce écrite de la création d'une commission nationale de la communication qui n'a jamais été mise en place. C'est encore un faire semblant. On annonce
pour ne pas le faire. Donc, voilà. Entre signifié et signifiant, il y a une coupure absolue. Et je continue. Le faire semblant aussi a été la remarque du FMI. Djibouti, en 1996, avait des comptes publics qui fonctionnaient normalement, et suite à la guerre entre 90, 91 et 95, les comptes publics de Djibouti étaient très mal, et le FMI est intervenu en 96. Et la première question, dit-on dans les anecdotes, du représentant du FMI à Djibouti, ça a été: mais je suis venu moi le FMI pour voir où sont les problèmes, mais où sont les comptes publics d'abord, s'il vous plaît? Il n'y avait pas de comptes publics. Il y a des chiffres écrits pratiquement sur des bouts de papier. Donc on voulait faire semblant, touche aussi les comptes publics et les comptes statistiques de Djibouti. Ça n'existe pas réellement. Et ensuite, toujours dans le fait semblant, le gouvernement de Djibouti est passé maître dans l'art de, comme disait notre représentant de FIDH, l'art de signer des accords à tout va. Djibouti est un champion de signature d'accords bilatéraux, d'accords en tout genre de charte africaine des droits de l'homme, mais justement pour ne pas les appliquer. Donc l'application est une chose que Djibouti distingue absolument par rapport à la ratification systématique de tous les accords qui lui est proposé de signer. Donc voilà, encore une caractéristique de Djibouti, dans l'aspect sur le volet faire semblant. Et bien sûr, il y a aussi Djibouti à signer des accords avec ses propres nations. Il y a eu des crises politiques, des crises de lutte armée entre 1994 et en 2001. Djibouti, le gouvernement a signé des accords de paix avec des organisations qui étaient responsables de la lutte armée, et ces accords-là, naturellement, une fois de plus, n'ont jamais été appliqués. Donc voilà, le faire semblant a été encore cette signature d'accords de paix et de réforme avec les Djiboutiens en guerre, mais sans le suivi d'application. Et enfin, je finis bien sûr sur l'actualité, puisque ça rentre très bien dans l'aspect du faire semblant, parce qu'il y a quand même des élections à Djibouti. Chaque fois qu'il y a des élections à Djibouti, on a encore vu en février 2013, il y a annonce d'élections, il y a publication de listes électorales qui sont pas toujours à jour, mais enfin, pratiquement jamais à jour, mais quand même on parle de liste électorale, on parle de CENI, on parle de tous les attributs classiques pour organiser des élections, et c'est justement pour ne pas les appliquer, pas du tout les appliquer. Donc, tous les termes utilisés par Djibouti sont vides de contenu, et c'est une caractéristique importante de Djibouti. Voilà. Merci. La parole est à Mohamed Alexis. Donc, je me présente, je m'appelle Alexis Mohamed, et donc je suis aujourd'hui. Je voudrais tout d'abord remercier l'ensemble de personnes qui sont venues ici, Djiboutiens et amis des Djiboutiens, qui sont unis dans cette cause et qui nous est vraiment propre. Au-delà des aspects politiques, on vient aujourd'hui, enfin à l'instant en tout cas, par les biais des différentes interventions, très brillantes d'ailleurs, de tous mes camarades, pouvoir moi parler de la thématique qui m'a été attribuée concernant, il faut que je fasse très très vite malheureusement également, sur la jeunesse, sur la place de la jeunesse, également de la politique économique et sociale à Djibouti. Malheureusement, dont on n'aborde quasiment jamais dans les débats politiques à Djibouti, puisque le peuple, la jeunesse, ce que j'appelle moi l'essentiel, n'a jamais été au centre des débats politiques. Et donc, je voudrais aujourd'hui, pour faire un peu la continuité de tout ce qui venait d'être dit aujourd'hui, nous remarquons que la spoliation des libertés et l'absence d'une bonne gouvernance pèsent, enfin du moins ont des conséquences extrêmement lourdes sur notre développement économique et social. Depuis 1977 et pire encore depuis 1999, jamais la République de Djibouti n'a eu pour ambition de relever les défis qui s'imposaient à elle en matière de développement économique et social. Après, les jeunes, juste à côté, peuvent dire ce qu'ils veulent, mais tout dépend également de quel bord on est, bien évidemment. Mais malheureusement, il y a une forte majorité aujourd'hui qui subit vraiment une forte précarité, ça il ne faut pas l'oublier.
Donc à l'aune du XXIe siècle, où le monde fait de la question de la jeunesse un enjeu mondial à travers différentes actions et chartes avec les nations, la République de Djibouti, pourtant signataire de la charte, ça rejoint encore les diverses chartes que la République de Djibouti a signées, donc a été signataire de la charte africaine de la jeunesse et par contre ne s'est jamais donné pour but de tirer malheureusement profit du potentiel qui constitue la jeunesse djiboutienne en tant que d'abord partenaire de développement et de la paix. Djibouti, nous le constatons, a toujours brillé malheureusement par son refus historique à offrir à cette jeunesse la place qui lui est due, ainsi que les possibilités de participer en tant que partenaire respecté aux différents processus de décision et d'action à tous les niveaux de notre société. Selon une étude, d'ailleurs pour démentir comme quoi tout va bien à Djibouti, une étude du PNUD a déploré, enfin déplore du moins Djibouti un taux moyen de chômage estimé à 79% de la population. Plus de 92% des 15 à 19 ans sont touchés, de même que près de 80% de jeunes de 20 ans à 24 ans. Les adultes en passent, puisque c'est ceux qui subissent également ces conditions économiques et sociales complètement désastreuses. Si malheureusement, enfin si heureusement dans d'autres pays, comment dirais-je, l'échec scolaire reste un facteur contributeur à une situation de chômage et de précarité du jeune, à Djibouti c'est toute la jeunesse confondue, qu'elle soit diplômée ou pas, sans distinction, qui est frappée par l'inactivité endémique que le système a créée. Dans d'autres pays, malheureusement, existe ce que moi j'appelle l'ascenseur social. Bien que parfois il soit grippé, il y a l'escalier, qui est un raccourci. Mais à Djibouti, le mépris envers justement la jeunesse, le mépris également à l'égard des adultes, fait qu'on enlève même cet escalier, ces raccourcis. Et donc, la réalité sur cette situation, excusez-moi, je n'ai pas mes lunettes parce que je les ai oubliées, j'ai du mal à lire un peu mon texte, elle nous démontre que les régimes au pouvoir ont malheureusement hypothéqué l'avenir non seulement de la jeunesse, mais tout un peuple. Et ça, il faut se l'avouer. Et jamais cette jeunesse, par contre, ni les adultes d'ailleurs, n'ont été au centre de débat, comme je le disais à l'instant, politique. Que ce soit de la part du pouvoir actuel, mais également de la part de toute l'opposition. Les peuples, ainsi que la jeunesse, ont été toujours les grands absents. Par conséquent, il nous faut aujourd'hui, je pense, puisqu'on parlait des solutions, réformer, comment dirais-je, la connaissance et promouvoir les recherches sur les questions relatives à la jeunesse à Djibouti. Il nous faut encourager le développement des politiques et des structures en conformité bien évidemment avec la réalité de notre pays. Je parle bien évidemment économique pour aborder les questions de la jeunesse et de notre économie et de notre progrès social. Il nous faut promouvoir également la participation des jeunes dans la prise des décisions, comme de l'adulte d'ailleurs, dans l'engagement civique et dans l'inclusion sociale. Donc il nous faut également désenclaver beaucoup de choses, notamment les quartiers. Aujourd'hui, très peu sont les secteurs d'activité porteurs à Djibouti, ou très peu sont également les politiques qui auraient favorisé, qui pourraient favoriser aujourd'hui les zones complètement oubliées de la République, qui sont également les quartiers où une forte majorité de Djiboutiens malheureusement résident. Donc pour cela, moi je préfère dire qu'il faut faire appel à tous les partis concernés afin de travailler ensemble à la mise en place, de façon à ce que les actions soient cohérentes, à ce que nous puissions également nous concentrer sur des objectifs stratégiques communs. Donc aujourd'hui, c'est une forte majorité des Djiboutiens qui est victime par un immobilisme que nous constatons et d'une situation économique chaotique, alors que paradoxalement la République de Djibouti n'a jamais été aussi riche qu'elle ne l'est aujourd'hui, en dépit
des indicateurs économiques positifs, Djibouti se situe dans l'échelle des pays pauvres avec de fortes inégalités, un faible niveau d'éducation. La majorité des Djiboutiens ne profitent guère des revenus découlant de l'accueil des beaux, parce que tout à l'heure tu l'avais soulevé, de militaires présents à Djibouti, de la communauté issue de la communauté internationale bien évidemment. Donc, pour autant, l'opposition, parce que je rejoins un peu quelque part également ce que Racine disait, je pense que c'est une complémentarité, et c'est jamais saisi non plus des questions relatives à la jeunesse, à l'économie, au progrès social pour se distinguer, parce qu'elle ne s'est jamais distinguée justement, c'est là où il aurait fallu apporter un apport qui aurait permis justement de se distinguer du régime actuel. Et dans cette absence, il y a également, excusez-moi, les débats d'idées qui semblent également inexistants à Djibouti. Et cette absence également des dimensions programmatiques, puisque je pense que parler politique ne suppose pas uniquement des connivences d'amis d'aujourd'hui ou ceux de demain, mais la morale en fait nous impose à ce que nous puissions aujourd'hui nous poser en tout cas comme question, à savoir quelle est cette alternance que nous souhaitons pour le pays. Ce n'est pas forcément le fait qu'on soit identifié à une ethnie ou à une autre composante ou faire je ne sais quoi comment dirais-je, de parti et de la politique à Djibouti qui me semble moi aujourd'hui sont complètement en fait déconnectés de la réalité. Le peuple attend ce qu'on lui propose. Et le débat doit aujourd'hui, comme j'ai toujours dit pour faire plus vite, excuse-moi, je pense que nous avons un point essentiel à aborder. Il faut démocratiser la politique à Djibouti. La politique, elle est partie, justement. De lors qu'on parle de démocratie, excusez-moi, on doit également démocratiser les partis politiques. C'est-à-dire ce qui aurait permis un gage de garantie, non seulement pour la nouvelle génération, mais également pour l'ensemble de la population. Puisqu'on ne peut pas se prétendre aujourd'hui, c'est dire qu'on est porteur, on est le porte-voix du peuple, sans qu'on ait commencé nous-mêmes à faire le travail de moralisation et de démocratisation. Donc je pense que nous avons un travail énorme qui nous attend. Au-delà des projets que nous pouvons, comment dirais-je, proposer au peuple, à la République est une affaire de tous. Et je pense que la moralisation de la politique, la démocratisation de la politique est quelque chose d'essentiel, non seulement, je reviens là-dessus, pour que nous puissions en fait dégager des actions communes, mais également cela permettrait, me semble-t-il, l'idée de la réconciliation nationale également. Parce que nous avons également besoin de la réconciliation nationale pour aborder les autres sujets. La démocratie, c'est bien, mais sans la réconciliation, il me semble que rien ne bougera. Et je pense que c'est ce qui permettrait de créer non seulement cette identité-là, djiboutienne déjà, et puis aussi permettrait aux Djiboutiens de se reconnaître dans des projets de société. Merci beaucoup. On passe directement à la table ronde suivante pour aller plus vite. Et donc, demander à Ibrahim. Restez là. Vidal. Très, il faut suivre l'exemple. Hein. Très bref. Et ne faites pas de remerciements parce que ça coûte une minute déjà. Les remerciements étant faits, je dois parler du rôle de la diaspora djiboutienne dans le changement. Que doit faire cette diaspora? Pour être bref, je dirais rien. Voilà. Merci. Un peu plus sérieusement, on va d'abord essayer de définir cette diaspora. Qu'est-ce que c'est que cette diaspora djiboutienne? Comment elle est composée ici, du moins en France.
Quand on entend par diaspora, d'abord il y a la diaspora africaine et par extension bien sûr djiboutienne. Alors selon la définition de la Commission de l'Union africaine, la diaspora africaine est constituée de personnes d'origine africaine vivant hors du continent africain et, très important, qui sont désireuses de contribuer à son développement et à la construction de l'unité africaine, quelle que soit leur citoyenneté, quelle que soit leur nationalité. Et donc, logiquement, on peut dire que la diaspora djiboutienne est constituée de personnes d'origine djiboutienne vivant hors de Djibouti, mais désireuses de contribuer au développement. Bien sûr, cette diaspora djiboutienne est spécifique, parce qu'elle est unique. Unique par sa diversité, sa composition, et unique par les individus aussi qui la composent. La diaspora djiboutienne diffère un peu des autres diasporas africaines qui étaient venues à un moment donné ici. C'était plus des ouvriers qui étaient venus pour travailler et ainsi de suite. La diaspora djiboutienne, on va plus ou moins la cataloguer en trois catégories, on va dire. Alors, il y a la première, et non des moindres, c'est ce que j'ai appelé la diaspora de confort. Imaginez-vous qu'il y a pas mal de gens à Djibouti, plutôt les nantis, très aisés, mais qui constatent quand même que ça va très très mal au pays. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils envoient à la fois femmes et enfants pour éviter tous les désagréments de Djibouti. Et des désagréments quand même assez importants, à savoir la santé. On a des problèmes au niveau de la santé, des problèmes au niveau de l'éducation, des problèmes en fait partout. Là, c'est l'électricité, où des délestages sont pratiquement quotidiens, et des problèmes d'eau potable. Il faut savoir que l'eau potable n'existe pas à Djibouti. Le Djiboutien moyen, quand il ouvre son robinet, n'a pas d'eau potable. C'est une eau salée, et puis en plus une eau qui n'est pas potable, tout simplement. Par la suite, donc cette diaspora de confort, évidemment, ne vous intéressera pas, puisqu'elle n'est pas là ni pour faire avancer Djibouti, ni quoi que ce soit. Par contre, ce qu'il y a de dramatique, c'est que tout cet argent qui est envoyé de Djibouti, rendez-vous compte, pays pauvre, vers la France, ici, pour faire vivre cette diaspora, est absolument énorme. Cet argent-là, mieux investi, aurait pu, certainement, peut-être pas résoudre tous les problèmes, mais au moins résoudre un, peut-être la santé, peut-être l'éducation, que sais-je. Deuxièmement, on va s'intéresser au cas des étudiants. On a des étudiants, et souvent très brillants d'ailleurs, dans leur parcours universitaire. Et ces étudiants-là ont décidé de rester après leurs études ou de revenir après un aller-retour sur Djibouti en ayant vu un peu ce qui se passait au pays. Et là donc on va juste se poser la question, mais pourquoi ces diplômés préfèrent revenir ici ou rester tout simplement en Occident? Eh bien la réponse, là aussi elle est très simple, c'est un manque de volonté politique au niveau de Djibouti. Il faut savoir qu'au lendemain des indépendances, alors les Djiboutiens qui étaient allés se former en Occident revenaient, parce qu'ils estimaient, ceux qui partent de temps en temps aussi actuellement qui repartent au pays, estiment toujours que l'avenir de cette jeune nation repose entre leurs mains. On part des diplômes, on part là-bas, on est plein de bonne volonté et d'énergie. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est là des illusions, bien entendu. Bon, chose à part, c'est qu'à part le chef de l'État, il faut reconnaître que quand même pratiquement tous les cadres actuellement au pays ont quand même suivi des études supérieures, ici en France ou ailleurs. Nous avons des docteurs, nous avons des gens très bien spécialisés. Alors par la suite, ce qui s'est passé, c'est que cette élite intellectuelle qui avait suivi cette première génération jusque dans les années à peu près 90, je dirais, donc les boursiers djiboutiens et autres intellectuels formés en Occident revenaient en croyant sincèrement donc participer à l'effort de développement du pays. La majorité de ces intellectuels donc, qui ont acquis le savoir scientifique et technologique, malheureusement, au lieu de l'appliquer, au lieu d'appliquer ce qu'ils ont appris à l'étranger, se sont vus confier des postes bureaucratiques, et par conséquent abandonner leur mission première, qui était d'aider Djibouti, de mettre justement ce savoir à la portée de Djibouti pour essayer de relever un peu notre pays. Certains de nos compatriotes ont fait le choix d'abandonner la recherche, malheureusement pour un poste.
scientifique, pour un poste politique ou administratif. Ce qui peut être compréhensible à Djibouti, parce qu'on est dans un environnement où les ascenseurs sociaux, comme vous avez dû le comprendre de toute façon de par tous les autres intervenants, l'ascenseur social est grippé, pour ne pas dire complètement arrêté. Le travail est conditionné à l'appartenance tribale, des salaires de misère, quand on n'appartient pas, bien entendu, au bon clan, un manque de profil de carrière, etc. Il y a aussi des familles à nourrir, et certains ont bien sûr une ambition personnelle, ce qui est humain. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est le système D, tout le monde essaye de faire comme il peut. Conséquence immédiate, c'est que les moins résistants font tous l'école buissonnière et se mettent au service du régime. Il faut bien vivre. Ces régimes-là qui les abrutissent. Le Cap, bien entendu, on ne peut pas éviter le problème du Cap. Et ils s'abrutissent eux-mêmes. Il faut savoir que nous avons une nation, et là, peut-être que plusieurs crieront, mais c'est une nation de trop. Abrutis donc complètement. Et d'autres, les plus résistants s'accrochent, en espérant vainement qu'un jour viendra où les responsables politiques comprendront la nécessité de soutenir la recherche, de les soutenir eux-mêmes. Alors le paradoxe à ce moment, c'est que ceux de nos compatriotes qui sont passés de l'autre côté, qui sont passés dans la zone d'ombre, sont les premiers à défendre l'indéfendable. Et ça, malheureusement, conscience, quand tu nous travailles, ce n'est pas facile. Donc là, ils seront là pour justifier l'injustifiable. Ils seront là, malheureusement, pour dire que oui, on irait jusqu'à dire qu'un tel mérite d'être tué. On irait jusqu'à dire que toute une région mérite d'être punie. Mais en tout cas, ce qu'il y a, c'est qu'ils finissent tous, malheureusement, tous, non, bien entendu, mais beaucoup finissent par succomber donc aux délices faciles du quotidien et du CAT. Alors pourquoi les mettons derrière des bureaux, me direz-vous? Pourquoi justement ces avancements? Pourquoi certains arrivent jusqu'à même des postes ministériels et autres? C'est que justement on est en train de tuer à Djibouti tout le génie. Tout ce qui pouvait éclore comme génie est tué dans l'œuf, sacrifié à l'autel des lubies de nos dirigeants. Mais bon, comprenez-moi bien aussi, je ne suis pas en train de dire que les ingénieurs, les docteurs, les professeurs ne doivent pas avoir des postes de responsabilité. Non, loin de là. Mais on a quand même besoin de gens sur le terrain, on a besoin de tout ce monde-là. Alors ces derniers donc sont restés, mais la plupart, la grande majorité de nos étudiants actuellement, il faut le dire et le redire, restent en Occident. On parle de fuite de cerveau. Chez nous, ce n'est plus une fuite, c'est une espèce de tsunami. Pratiquement tous nos cerveaux sont là. Ces derniers occupent, pour la plupart, des postes de professeurs, des postes de chercheurs dans les universités, dans des centres de recherche. On a besoin, bien entendu, de ces gens-là. Et d'autres, pire, parce qu'ils n'arrivent pas justement à trouver un travail à la hauteur de leurs compétences, eh bien, se contentent de laver des assiettes ici, parce qu'ils trouvent que cette situation-là est encore meilleure que ce qu'ils peuvent subir à Djibouti. Combien de pertes allons-nous encore avoir? On va essayer d'avancer. Non, mais ce qu'il y a, c'est que ça fait du mal. Par contre, bon, bah, là, ce que je dirais, c'est que, évidemment, on n'a pas que des gens complètement incompétents ou qui sont déjà complètement morts. La preuve, je veux dire, on a eu, et là, je tiens quand même à les remercier. On a eu des docteurs qui sont là. C'est des gens formidables. Et essayons juste ensemble, à un moment donné, de voir un peu si ces gens-là pouvaient avoir réellement tout l'argent nécessaire, tous les moyens nécessaires. Là, ils ont éclos, mais ces gens-là ont explosé. Ces gens-là feront un travail absolument magnifique. Là, maintenant, je vais revenir donc un peu
Que doit faire la diaspora? Que devons-nous faire ici? Que doit faire la diaspora ici? Quel est le rôle de la diaspora? Que doit faire la diaspora pour le changement? C'est là où je disais justement, s'il vous plaît, rien. Parce que je sais qu'il y a des gens compétents justement à Djibouti. Il y a quelque chose qui est en train de se passer à Djibouti. Je suis peut-être naïf, mais moi j'y crois. Ou du moins, j'ai envie d'y croire. Comme on dit là, I want to believe. C'est toujours bien de parler un petit mot anglais, ça fait I want to believe. J'ai envie d'y croire. Alors s'il vous plaît, on va les laisser penser à Djibouti. Parce que nous, on est là, on a d'autres réalités. Et eux, ils sont là-bas et ils maîtrisent mieux cette réalité. Alors laissons-les réfléchir et nous, eh bien nous, on sera leur porte-voix ici. Nous, on n'a qu'à amplifier ce qu'ils nous demandent. Et on a à se mettre à leur disposition. Là maintenant, pourquoi pas entre nous, recenser qui sont les informaticiens, pourquoi ne pas créer un groupe, qui sont les docteurs, qui sont les médecins, les chercheurs, les professeurs, les artistes, tout ce monde-là, et nous mettre justement à la disposition de ce futur changement. Mais bien sûr, on ne va pas uniquement rester les bras croisés. On a nous aussi nos demandes. Et là, pour aller rapidement, je te jure, je le fais rapidement, nous, ce qu'on peut faire, c'est juste demander, être en gros une force de proposition. Comment être une force de proposition? Commençons déjà nous-mêmes ici, gens de la diaspora, à essayer de bâtir quelque chose, à essayer de bâtir peut-être une espèce d'ambiance de nation djiboutienne. Là, on est tous en train de parler, c'est bien joli, c'est bien beau. Je ne vois pas de Djiboutiens, malheureusement. Je vois des Afars, je vois des Somalis. Dans les Somalis, je vois des Issa, des Gadda, je vois des Arabes. Essayons de nous trouver. Essayons d'abord de penser Djiboutien. Et s'il vous plaît, quand je parle avec un ami, j'ai envie d'abord de parler à un Djiboutien avant de parler à l'arabe, avant de parler à l'afar, avant de parler à ceci. Et ça, encore une fois, I want to believe. Merci beaucoup. I want to believe, c'est... Moi, j'en étais encore au-dessus, We Are the World. Donc, on va passer à la dimension internationale, à la solidarité internationale avec le monde, avec Djibouti. Et donc, on a... Djibouti n'est pas... Pourquoi intéresse le monde? Et je pense qu'il y a des gens qui sont solidaires avec vous. La preuve, dans la salle, on a non seulement Sylvie Jean qui est du PC, par exemple, du PCF. Il y a aussi Capucine Edith qui est du PS. Il y a les gens de la plateforme panafricaine, c'est ça? Oui. Voilà. Donc je vais laisser un peu... Non, parce qu'on va continuer le débat. Restez là, parce que ne fouillez pas les questions. Donc on va leur passer la parole. Et comme eux, ils sont... qu'est-ce que je vais dire? Ils ont la notion du temps, hein, c'est ça. Je vais leur donner chacun 3 minutes. Et 1 minute à Kadari pour les présenter. 1 minute. Hein. D'accord. D'abord, je voudrais remercier vraiment les camarades qui sont venus. Et les camarades, le représentant du VDH avait pointé du doigt l'enclavement médiatique et l'isolement de Djibouti. Je crois que quelle meilleure preuve de cette solidarité que des représentants ici de partis français, de forces démocratiques françaises, africaines, puissent être là. Donc je le présente en quelques mots, étant donné que je le connais un peu. Sylvie Jean, donc représentante du Parti communiste français, pas seulement. Elle a été présidente de FIDF, Fédération internationale démocratique des femmes, et à ce titre, elle s'est rendue à Djibouti, pas à n'importe quel endroit, à Gabot. Elle est venue à Gabot, alors qu'on était en prison, et donc c'est là une relation très, très étroite avec ce qui se passe. Et c'est la première aussi à Pékin qui a dénoncé, et on en parlera,
les viols de femmes en 1995. Et donc, c'est cela. Deuxièmement, comme on est dans une... Djibouti est enclavé par rapport à l'Afrique. C'est-à-dire, moi j'étais au Forum social mondial, je prends encore une demi-seconde. Et là-bas, lorsque je leur parlais qu'il y avait 800 arrestations, des tortures et tout ça à Tunis, les gens m'ont dit, mais on n'a jamais entendu parler de ça. C'est-à-dire les gens qui venaient de Dakar, de Zambi d'ailleurs, et à Tunisie, ils ne savaient même pas qu'il y avait de la répression à Djibouti. Donc, aujourd'hui, nous sommes ici pour parler et pour être solidaires. D'abord, l'amicale panafricaine, qui sera représentée ici par son président, Zang. La plateforme panafricaine, avec Raymond Aliti, nos camarades de l'UPC. J'espère que vous êtes jeunes, mais quand même vous savez tous l'UPC. Hein, l'UPC, c'est l'organisation. L'Union des populations du Cameroun qui a lutté pendant des années contre le colonialisme, le néocolonialisme français, et qui a eu 200 000 et plus de martyrs, enfin, qui a été réprimé sauvagement. Et donc aujourd'hui, on a les représentants de l'UPC. Je voudrais aussi parler de notre ami Kécheri Doumbia, du Mali, qui aujourd'hui sont confrontés à des problèmes que nous connaissons, et malgré cela, il est venu ici pour apporter son témoignage de sa solidarité. La dernière personne qui est partie, qui a déjà témoigné, qui était solidaire et tout ça, c'était Achir Ibn Omar, c'est un ministre des Affaires étrangères, et aujourd'hui la responsable de la coordination nationale des démocrates tchadiens, je pense que c'est CNDD. Et donc il était venu ici, et encore une fois on le remercie. Je voudrais quand même dire un autre petit mot aussi pour remercier notre doyen, qui est là, Kiflé, qui est venu vraiment malgré voilà, il est venu ici, je voulais le remercier. Oh putain. Vous aurez l'occasion de vous écouter, j'espère. Donc, Sylvie Jean. Je peux parler à la place, hein. C'est pareil pour moi. 3 minutes, c'est ça que tu veux? 3 minutes. Merci. À propos de ce qu'a dit Mohamed, merci particulièrement aux organisateurs et à Mohamed Kadami. Et quand il rappelle le souvenir de la prison de Gabon, je dois dire que pour moi, c'est paradoxalement un des moments les plus intenses de liberté qu'a marqué ma vie. Parce que même à Gabon, assis sur la pierre, on a bien compris mutuellement que nous étions engagés dans la même histoire et que nos idées, rien ni personne ne pourrait les arrêter. Et donc, on a continué ensemble sur cette voie. Et donc, je vous remercie de me retrouver avec vous cet après-midi. Première idée. Moi, je n'ai pas seulement l'envie d'y croire. J'y crois. Et c'est ce qui motive nos engagements profondément. C'est cette conviction du possible. Même si nous sommes dans une situation politique nationale qui est très perturbante pour nous. Nous faisons partie des Français, des gens de gauche, et je veux le dire comme je le pense, déçus et en colère, que le gouvernement pour lequel nous avons choisi le changement maintienne la politique catastrophique de son prédécesseur, inhumaine et révoltante à l'égard de Djibouti. C'est dit. Ça ne veut pas dire ceci. Est-ce que nous sommes pour autant tous, autant que nous sommes, dans l'impasse politique
des changements dans les relations à la construction d'une autre politique de la France avec l'Afrique. Nous ne le pensons pas. Pour cela, nous sommes disponibles aujourd'hui pour travailler avec tous et toutes, sans exception, à partir du moment où nous pensons ce que nous le résumons en ces termes, nous pensons qu'il faut repenser toute notre politique internationale et nationale, mais là je reste sur le sujet, nos relations diplomatiques pour inverser les priorités.